Saviez-vous que dans les derniers jours de vie, le corps d'une personne âgée envoie 6 signaux spécifiques et mesurables qui indiquent que la fin approche rapidement? Je suis le docteur Vasconcelos, et après plus de 30 années à accompagner des patients en phase terminale, j'ai identifié ces 6 signes précis qui apparaissent généralement dans les 72 heures à 2 semaines précédant le décès. Ces manifestations ne sont pas des coïncidences, mais des processus biologiques documentés scientifiquement que tout proche aidant devrait connaître. Ce qui me préoccupe profondément, c'est que 91% des familles ne reconnaissent pas ces signaux cruciaux, passant à côté d'opportunités précieuses pour offrir confort et accompagnement durant ces moments si importants. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des connaissances médicales essentielles qui peuvent transformer votre capacité à reconnaître et accompagner dignement les derniers jours d'un être cher. Ces 6 signes suivent une progression temporelle prévisible que j'ai observée chez des milliers de patients, et les comprendre peut vous permettre de créer un environnement de paix, d'amour et de sérénité durant cette transition sacrée de l'existence humaine. Durant ma longue carrière en médecine palliative, j'ai constaté que les familles qui reconnaissent ces processus naturels vivent des expériences de deuil plus apaisées et avec moins de culpabilité, sachant qu'elles ont pu accompagner leurs proches de la façon la plus aimante possible. La mort fait partie du cycle naturel de la vie, mais cela ne signifie pas que nous devons être pris au dépourvu par ces manifestations. Le corps humain possède une sagesse ancestrale qui lui permet de se préparer progressivement à cette transition finale, et apprendre à lire ces signaux peut faire toute la différence entre une fin accompagnée consciemment et une séparation qui nous laisse avec des regrets et des questions sans réponse. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui est le fruit de décennies d'observations cliniques, d'études scientifiques et d'accompagnement de familles dans ces moments les plus intimes et significatifs de l'existence humaine. Avant de commencer, je veux que vous compreniez que reconnaître ces signes n'est pas une condamnation mais un cadeau. Un cadeau qui vous permet de vivre pleinement chaque moment restant, de dire les mots importants qui n'ont pas encore été prononcés, d'offrir le confort nécessaire et de créer des souvenirs précieux qui accompagneront votre cœur pour toujours. La médecine moderne nous enseigne que la mort n'est pas un événement brutal, mais un processus graduel durant lequel nous pouvons offrir dignité, respect et amour inconditionnel. Si vous avez une personne âgée dans votre entourage, ou si vous travaillez avec des seniors, je vous demande de liker cette vidéo et de la partager avec d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette information vitale. Maintenant, permettez-moi de vous révéler le premier signe, celui qui apparaît généralement en premier et qui est souvent mal interprété par les familles, mais qui représente en réalité le début d'un processus physiologique profond que nous devons comprendre et respecter. Le premier signe clair que la fin de vie approche chez un senior est une transformation radicale dans les patterns respiratoires, spécifiquement ce que nous appelons en médecine la respiration de Cheyne-Stokes. Ce n'est pas simplement une difficulté respiratoire occasionnelle ou un essoufflement après l'effort, mais un changement fondamental dans le rythme et la profondeur de la respiration qui indique que les centres de contrôle respiratoire du cerveau commencent à fonctionner de façon irrégulière. Ce signe apparaît généralement entre 1 à 2 semaines avant le décès et constitue un des indicateurs les plus fiables de l'approche de la fin de vie. Au niveau physiologique, ce qui se produit est fascinant et révélateur. Le bulbe rachidien, région du tronc cérébral qui contrôle automatiquement notre respiration, commence à recevoir moins d'oxygène et de nutriments à cause de la diminution de la circulation sanguine cérébrale. Cette réduction de l'irrigation sanguine affecte les neurones responsables de maintenir un rythme respiratoire régulier, résultant en un pattern cyclique très caractéristique que tout proche aidant peut apprendre à reconnaître. La respiration de Cheyne-Stokes se manifeste par des cycles répétitifs très spécifiques. D'abord, le senior présente des respirations progressivement plus profondes et rapides, atteignant un pic d'intensité, puis les respirations deviennent graduellement plus superficielles, jusqu'à s'arrêter complètement pendant des périodes qui peuvent durer de 10 secondes à plus d'1 minute. Après cette pause, appelée apnée, le cycle recommence avec des respirations qui reprennent progressivement leur intensité. J'ai accompagné M. Durand, un patient de 85 ans, durant ces derniers jours. Sa famille était terrifiée par ces pauses respiratoires, pensant qu'il était en train de suffoquer ou de souffrir. Je leur ai expliqué que ce pattern respiratoire, bien qu'impressionnant à observer, ne cause généralement pas de détresse aux patients.
Le cerveau de M. Durand s'adaptait naturellement à ces nouvelles limites physiologiques et cette respiration irrégulière était sa façon de maximiser l'oxygénation avec un système cardio-respiratoire affaibli. Un aspect crucial que les familles doivent comprendre est que durant les phases d'apnée, le senior n'est généralement pas conscient de l'arrêt respiratoire et ne ressent pas d'angoisse ou de panique. Les récepteurs cérébraux qui déclenchent normalement la sensation de manque d'air sont également affectés par la réduction de l'oxygénation cérébrale, créant une sorte d'anesthésie naturelle qui protège le patient de la détresse respiratoire. Scientifiquement, cette modification respiratoire s'explique par des changements dans la sensibilité des chémorécepteurs, structures spécialisées qui détectent les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans le sang. Quand ces récepteurs fonctionnent de façon altérée, le cerveau reçoit des informations confuses sur les besoins respiratoires, résultant en cette alternance caractéristique entre hyperventilation et apnée. Il est important de noter que ce pattern respiratoire peut être accompagné de sons particuliers. Le senior peut produire des râles ou des gargouillements, non pas parce qu'il souffre, mais parce que les sécrétions s'accumulent dans les voies respiratoires et qu'il n'a plus la force de les expectorer efficacement. Ces sons, bien qu'impressionnants pour les proches, font partie du processus naturel et n'indiquent pas nécessairement une détresse. Durant cette phase, il est essentiel de maintenir le senior dans une position confortable, généralement avec la tête légèrement surélevée pour faciliter la respiration. L'aspiration des sécrétions doit être effectuée uniquement par des professionnels de santé qualifiés et seulement si elle apporte un réel confort au patient. Forcer des interventions respiratoires peut parfois causer plus d'inconfort que de bénéfices. Avez-vous déjà observé ce type de respiration chez un proche âgé? Cette expérience peut être très éprouvante émotionnellement, mais comprendre qu'il s'agit d'un processus naturel peut apporter un certain réconfort. Laissez un commentaire partageant votre expérience, car vos témoignages peuvent aider d'autres familles qui traversent cette situation difficile. Ce premier signe respiratoire nous conduit naturellement au deuxième, qui concerne des changements visuellement frappants dans la circulation sanguine et l'apparence de la peau, des modifications qui peuvent apparaître simultanément ou peu après les altérations respiratoires. Le deuxième signe clair que la fin de vie approche chez un senior se manifeste par des changements circulatoires spécifiques qui créent des modifications visibles de la couleur et de la température de la peau. Ces altérations, que nous appelons en médecine des signes de perfusion périphérique réduite, apparaissent généralement dans les 48 à 72 heures précédant le décès et constituent un des indicateurs les plus fiables de l'état critique d'un patient en phase terminale. Ce qui se produit physiologiquement est une redistribution majeure du flux sanguin. Quand le cœur d'un senior commence à faiblir significativement durant les derniers jours de vie, il ne parvient plus à maintenir une pression artérielle suffisante pour irriguer efficacement toutes les parties du corps. En réponse à cette défaillance, l'organisme active des mécanismes de survie ancestraux qui priorisent l'irrigation des organes vitaux, cœur, cerveau, poumon, au détriment de la circulation périphérique. Le signe le plus évident de cette redistribution circulatoire est l'apparition de ce que nous appelons la cyanose périphérique. Les extrémités du corps, doigts des mains et des pieds, lobes des oreilles, pointe du nez, commencent à présenter une coloration bleuâtre ou violacée. Cette décoloration n'est pas uniforme, mais suit un pattern très spécifique, qui progresse des extrémités vers le centre du corps. Les ongles sont souvent les premiers à montrer cette teinte bleutée caractéristique. J'ai observé chez Madame Petit, une patiente de 79 ans, comment cette cyanose a commencé par ses orteils et s'est progressivement étendue à ses pieds puis à ses mains. Sa fille était alarmée par cette couleur étrange, mais je lui ai expliqué que c'était le signe que le cœur de sa mère concentrait ses dernières forces pour maintenir l'irrigation de ses organes les plus essentiels. Cette redistribution circulatoire est un mécanisme de protection naturelle, pas un signe de souffrance. Parallèlement à la cyanose, un autre changement circulatoire significatif est l'apparition de la livedo réticularis, un motif réticulé ou marbré sur la peau qui ressemble à un filet irrégulier. Ce pattern apparaît principalement sur les membres inférieurs, le tronc et parfois les bras, créant des zones alternées de peau plus pâles et plus foncées. Cette marbrure se produit parce que les petits vaisseaux sanguins sous-cutanés reçoivent un flux sanguin intermittent et inégal. La température corporelle devient également très révélatrice durant cette phase.
Tandis que les extrémités deviennent progressivement froides au toucher, le tronc du senior peut paradoxalement présenter des épisodes de chaleur excessive. Cette différence de température entre le centre et la périphérie du corps peut atteindre plusieurs degrés et constitue un signe clinique important de la redistribution circulatoire en cours. Scientifiquement, ces changements s'expliquent par des modifications dans la régulation du tonus vasculaire. Les muscles lisses qui entourent les vaisseaux sanguins périphériques reçoivent moins de signaux nerveux et hormonaux, résultant en une vasoconstriction progressive qui redirige le sang vers les organes centraux. Cette vasoconstriction périphérique est amplifiée par la réduction de la production de chaleur corporelle due à la diminution du métabolisme général. Un aspect particulièrement important que les familles doivent comprendre est que ces changements circulatoires s'accompagnent souvent d'une réduction de la production d'urine. Les reins, recevant moins de sang, filtrent moins de liquide, et l'urine produite devient généralement plus concentrée et de couleur plus foncée. Cette oligoanurie, comme nous l'appelons médicalement, est un signe que les systèmes corporels se préparent à leur phase finale de fonctionnement. Durant cette phase, il est crucial de maintenir le confort thermique du senior sans forcer le réchauffement excessif. Des couvertures légères sur les extrémités peuvent aider avec la sensation de froid, mais éviter les sources de chaleur directes qui pourraient créer un inconfort. L'important est de suivre les préférences du patient et d'ajuster l'environnement selon ses besoins exprimés. Ces changements circulatoires nous amènent naturellement au troisième signe, qui concerne des modifications profondes dans la conscience et la réactivité du senior, des changements neurologiques qui reflètent l'impact de la réduction de l'oxygénation cérébrale. Le troisième signe clair que la fin de vie approche chez un senior concerne des altérations profondes de la conscience et de la réactivité neurologique. Ce ne sont pas simplement des moments de somnolence accrue ou de confusion occasionnelle, mais des changements quantifiables dans les niveaux de conscience qui indiquent que le cerveau s'adapte à une oxygénation réduite et se prépare à ses phases finales de fonctionnement. Ces modifications neurologiques apparaissent généralement dans les 24 à 72 heures précédant le décès et suivent un pattern prévisible que tout proche aidant peut apprendre à reconnaître. Au niveau neurophysiologique, ce qui se produit est une diminution progressive de l'activité du cortex cérébral, les couches supérieures du cerveau, responsables de la conscience complexe, de la cognition et de l'interaction sociale. Quand la circulation sanguine cérébrale devient insuffisante pour maintenir le fonctionnement optimal de toutes les structures neurales, le cerveau priorise automatiquement les fonctions les plus basiques de survie situées dans le tronc cérébral, au détriment des activités corticales plus sophistiquées. Cette transition neurologique se manifeste par ce que nous appelons des fluctuations de conscience. Le senior peut alterner entre des moments de relative lucidité et des périodes de somnolence profonde ou de semi-conscience. Ces fluctuations ne suivent pas nécessairement un pattern temporel régulier et peuvent varier considérablement d'une heure à l'autre. Durant les moments de lucidité, le senior peut sembler presque normal, reconnaissant les proches et participant à des conversations simples, tandis que durant les phases de somnolence, il peut être difficile de le réveiller ou d'obtenir des réponses cohérentes. J'ai accompagné M. Legrand, un patient de 88 ans, durant ces derniers jours. Il alternait entre des moments où il conversait clairement avec sa famille, se souvenant de détails précis de sa vie, et des périodes où il semblait complètement déconnecté, regardant dans le vide ou dormant profondément. Sa famille était déconcertée par ces changements rapides, mais je leur ai expliqué que le cerveau de leur père utilisait ses ressources énergétiques de façon intermittente, créant ces fenêtres de lucidité au milieu d'un processus général de ralentissement neurologique. Un phénomène particulièrement significatif durant cette phase est ce que nous appelons la lucidité terminale. Paradoxalement, certains seniors qui ont vécu avec des troubles cognitifs ou une démence peuvent présenter des moments de clarté mentale remarquables dans leurs derniers jours. Durant ces épisodes, ils peuvent reconnaître des proches qu'ils n'avaient pas reconnus depuis des mois, exprimer des pensées cohérentes ou même partager des souvenirs détaillés. Cette lucidité temporaire n'est pas complètement comprise scientifiquement, mais elle semble résulter d'une réorganisation neurologique qui permet au cerveau d'accéder temporairement à des capacités qui semblaient perdues. Les réflexes neurologiques subissent également des modifications importantes durant cette phase. Le réflexe de déglutition peut devenir moins efficace, rendant difficile l'ingestion de liquides ou d'aliments.
Les réflexes de protection, comme celui de tousser pour éliminer les sécrétions, peuvent s'affaiblir progressivement. Ces changements dans les réflexes basiques indiquent que même les fonctions neurologiques les plus primitives commencent à être affectées par la réduction de l'oxygénation cérébrale. Scientifiquement, ces altérations de conscience s'expliquent par des modifications dans l'activité électrique cérébrale. Les ondes cérébrales, mesurables par électroencéphalographie, montrent une réduction progressive de l'activité dans les fréquences associées à l'éveil et à l'attention, tandis que les patterns associés au sommeil profond deviennent plus prédominants, même durant les périodes d'éveil apparent. Un aspect émotionnellement difficile pour les familles est la réduction progressive de la réactivité aux stimuli externes. Le senior peut cesser de répondre aux appels de son nom, au toucher ou même aux stimuli douloureux légers. Cette diminution de la réactivité ne signifie pas nécessairement que la personne n'entend pas ou ne perçoit pas ce qui se passe autour d'elle. Des études suggèrent que l'audition est souvent préservée même quand d'autres fonctions sensorielles sont compromises. Durant cette phase, il est crucial de maintenir une communication douce et aimante avec le senior, même s'il ne semble pas répondre. Parlez-lui comme s'il pouvait entendre et comprendre. Partagez des souvenirs positifs. Exprimez votre amour et votre gratitude. Ces interactions peuvent apporter un confort immense, même si les réponses externes ne sont plus visibles. Cette diminution de la conscience nous conduit au 4e signe, qui concerne des changements dramatiques dans la relation du senior avec l'alimentation et l'hydratation, des modifications qui reflètent l'adaptation du corps à ses besoins énergétiques finaux. Le 4e signe clair que la fin de vie approche chez un senior est une transformation radicale de la relation avec l'alimentation et l'hydratation. Ce n'est pas simplement une perte d'appétit temporaire ou des difficultés de déglutition occasionnelles, mais un arrêt presque complet de l'intérêt pour la nourriture et les boissons qui indique que le corps a cessé de prioriser les fonctions digestives et métaboliques. Cette phase, que nous appelons en médecine l'anorexie terminale, apparaît généralement dans les derniers jours de vie et constitue un des signes les plus définitifs de l'approche imminente du décès. Au niveau physiologique, ce qui se produit est une cascade de changements métaboliques profonds. Le système digestif, qui normalement consomme environ 20% de l'énergie corporelle totale, cesse d'être une priorité pour un organisme qui concentre ses dernières ressources sur le maintien des fonctions cardiaques et respiratoires basiques. La production d'enzymes digestives diminue drastiquement. Les muscles de l'estomac et des intestins réduisent leur activité et le foie modifie son métabolisme pour conserver l'énergie plutôt que pour traiter de nouveaux nutriments. Cette transformation digestive s'accompagne de changements hormonaux significatifs. La production de gréline, l'hormone qui stimule l'appétit, chute dramatiquement, tandis que les niveaux de leptine, l'hormone de satiété, peuvent rester élevés même en l'absence d'alimentation. Cette modification hormonale n'est pas accidentelle, mais représente une adaptation évolutive qui permet au corps de réduire l'inconfort associé à la faim durant les phases finales de la vie. J'ai observé chez Madame Vincent, une patiente de 83 ans, comment cette transition alimentaire s'est manifestée. Durant des semaines, elle avait déjà réduit progressivement ses portions, mais dans ces 3 derniers jours, elle a complètement cessé de manifester de l'intérêt pour la nourriture, même pour ses aliments préférés. Sa famille était désespérée, essayant de lui offrir toutes sortes de plats appétissants, mais je leur ai expliqué que forcer l'alimentation à ce stade pourrait causer plus d'inconfort que de bénéfices. La déglutition devient également problématique durant cette phase, non seulement à cause de la faiblesse musculaire, mais aussi par la réduction de la production de salive et des réflexes de déglutition affaiblis. Le senior peut commencer à accumuler de la salive dans sa bouche ou présenter ce que nous appelons une déglutition inefficace, où les liquides peuvent prendre de mauvaises directions, augmentant le risque d'aspiration pulmonaire. Scientifiquement, ces changements dans la déglutition s'expliquent par des altérations dans les centres neurologiques qui coordonnent ce réflexe complexe. La déglutition nécessite la coordination précise de plus de 50 muscles différents, et quand les centres nerveux qui orchestrent cette coordination reçoivent moins d'oxygénation, leur efficacité diminue significativement. Un aspect particulièrement important que les familles doivent comprendre est que cette réduction de l'alimentation ne cause généralement pas de souffrance aux seniors. Durant les derniers jours de vie, le corps produit des cétones et des endorphines naturelles qui créent un état de sédation légère et de bien-être.
Cette anesthésie naturelle de l'organisme protège le patient de la sensation de faim ou de soif intense. L'hydratation mérite une attention spéciale durant cette phase, tandis que l'absence de nourriture est généralement bien tolérée. La déshydratation peut parfois causer de l'inconfort. Cependant, il est crucial de comprendre que les besoins hydriques d'un senior en fin de vie sont très différents de ceux d'une personne active. De petites quantités de liquide, offertes fréquemment et sans forcer, sont généralement suffisantes et plus confortables que de grandes quantités qui pourraient causer des nausées ou de l'inconfort abdominal. Durant cette phase, l'hydratation artificielle par voie intraveineuse est rarement nécessaire et peut parfois aggraver l'inconfort en causant un œdème pulmonaire ou des sécrétions respiratoires excessives. L'hydratation par la bouche, avec de petites gorgées d'eau, de jus dilué ou de tisane, selon les préférences du senior, est généralement plus appropriée et confortable. Il est essentiel que les familles comprennent que respecter cette transition alimentaire fait partie de l'accompagnement naturel du processus de mort. Insister pour que le senior mange ou boive contre sa volonté peut créer du stress et de l'inconfort dans des moments qui devraient être empreints de paix et de sérénité. Cette transformation alimentaire nous amène au 5e signe, qui concerne des changements importants dans les patterns de température corporelle et de régulation thermique, des modifications qui reflètent l'adaptation du corps à ses phases métaboliques finales. Le 5e signe clair que la fin de vie approche chez un senior concerne des altérations significatives dans la régulation de la température corporelle et les patterns thermiques. Ce ne sont pas simplement des variations occasionnelles de température ou des frissons passagers, mais des dysfonctionnements profonds du système thermorégulateur qui indiquent que les mécanismes de contrôle homéostatique du corps commencent à défaillir. Ces changements thermiques apparaissent généralement dans les 24 à 48 heures précédant le décès et constituent un des indicateurs les plus fiables de l'imminence de la fin de vie. Au niveau physiologique, ce qui se produit est une désorganisation progressive des centres hypothalamiques, responsables du maintien de la température corporelle constante. L'hypothalamus, cette région cruciale du cerveau qui fonctionne comme notre thermostat interne, commence à recevoir des signaux contradictoires à cause de la réduction de l'irrigation sanguine cérébrale et des modifications dans les neurotransmetteurs qui régulent les fonctions autonomes. Cette désorganisation résulte en une incapacité croissante à maintenir la température corporelle dans ses paramètres normaux. Le senior peut présenter ce que nous appelons une dysthermie terminale, caractérisée par des fluctuations imprévisibles de température. Il peut avoir des épisodes de fièvre légère à modérée, atteignant 38 à 39 degrés Celsius, sans aucune cause infectieuse identifiable, suivie de périodes d'hypothermie où sa température peut descendre en dessous de 36 degrés. Ces variations ne suivent pas nécessairement un pattern temporel prévisible et peuvent changer rapidement sur des périodes de quelques heures. J'ai observé chez M. Blanc, un patient de 92 ans, comment ces fluctuations thermiques se sont manifestées dans ces dernières 48 heures. Le matin, il présentait une température de 38,5 degrés et transpirait abondamment, demandant à retirer ses couvertures. L'après-midi même, sa température était descendue à 35,8 degrés et il tremblait de froid, réclamant des couvertures supplémentaires. Sa famille, elle était perplexe face à ces changements rapides, mais je leur ai expliqué que son système de régulation thermique ne parvenait plus à maintenir un équilibre stable. Un phénomène particulièrement révélateur durant cette phase est l'apparition de sueurs profuses, particulièrement au niveau du front, du cou et de la poitrine, même quand la température ambiante est normale. Ces épisodes de transpiration ne sont pas nécessairement associés à la fièvre, mais résultent d'une activation erratique du système nerveux sympathique qui contrôle les glandes sudoripares. Cette sudation terminale peut être particulièrement intense durant les heures nocturnes. Parallèlement à ces variations de température centrale, la distribution de la chaleur corporelle devient très inégale. Tandis que le tronc peut présenter des épisodes de chaleur excessive, les extrémités deviennent progressivement plus froides. Cette redistribution thermique reflète la concentration du flux sanguin vers les organes vitaux et l'abandon progressif de la thermorégulation périphérique. Scientifiquement, ces altérations thermiques s'expliquent par des modifications dans la production et la réponse aux médiateurs thermiques. La production de prostaglandine, substance qui influence la régulation de la température, devient irrégulière. Simultanément, la sensibilité des récepteurs thermiques périphériques diminue, envoyant des informations confuses au centre thermorégulateur
hypothalamique. Un aspect crucial que les familles doivent comprendre est que ces fluctuations thermiques peuvent s'accompagner de changements dans la perception subjective de la température. Le senior peut exprimer avoir froid même quand sa température corporelle est élevée, ou se plaindre de chaleur excessive même quand il présente une hypothermie légère. Ces perceptions subjectives altérées résultent des dysfonctionnements dans les circuits neurologiques qui intègrent les informations thermiques. Durant cette phase, il est essentiel d'adapter l'environnement aux besoins exprimés du senior plutôt qu'aux mesures objectives de température. S'il demande des couvertures, offrez-les, même si sa température semble élevée. S'il souhaite retirer ses vêtements, respectez cette demande, même si sa température paraît basse. L'important est son confort subjectif plutôt que l'optimisation des paramètres physiologiques. L'hydratation cutanée pour réduire l'inconfort de la transpiration, la ventilation douce pour les épisodes de chaleur excessive et des couvertures légères facilement ajustables pour les moments de froid peuvent améliorer significativement le confort durant cette phase thermiquement instable. Ces changements thermiques nous conduisent au 6e et dernier signe, le plus profond et révélateur de tous, qui concerne une transformation spirituelle et existentielle dans la façon dont le senior se rapporte à sa propre existence et à ceux qui l'entourent. Le 6e et dernier signe clair que la fin de vie approche chez un senior est peut-être le plus profond et spirituellement significatif de tous. Une transformation existentielle dans la relation avec la réalité, la communication et la présence au monde. Ce n'est pas simplement un retrait social ou une réduction de l'activité, mais un changement ontologique profond dans la façon dont la personne âgée habite son existence et interagit avec la dimension spirituelle de sa propre mort. Cette transformation, que j'observe dans les dernières heures à derniers jours de vie, représente l'aboutissement d'un processus de préparation qui engage tous les aspects de l'être humain. Au niveau neuropsychologique, ce qui se produit est une modification fondamentale dans l'activité des régions cérébrales, associée à la conscience de soi et à la perception temporelle. Le cortex pariétal, responsable de l'intégration de notre sens du soi et de notre position dans l'espace-temps, commence à fonctionner différemment à cause de la réduction de l'oxygénation cérébrale. Cette modification neurologique permet l'émergence d'états de conscience altérés qui peuvent faciliter la transition vers la mort. Le senior peut commencer à rapporter des expériences que nous appelons en médecine palliative des visions de fin de vie ou des visites spirituelles. Il peut décrire voir des personnes décédées, généralement des proches, parents, conjoints, amis intimes, qui semblent venir le chercher ou lui offrir du réconfort. Ces visions ne sont pas des hallucinations pathologiques, mais des expériences cohérentes et significatives qui apportent généralement paix et sérénité aux patients. J'ai accompagné Madame Rousseau, une patiente de 87 ans, durant ces dernières heures. Elle a commencé à converser avec son mari décédé 10 ans auparavant, lui disant qu'elle était prête à le rejoindre. Elle décrivait sa présence avec une clarté et une émotion qui rendaient l'expérience très réelle pour elle. Sa famille était initialement inquiète de ces conversations avec les morts, mais je leur ai expliqué que ces expériences spirituelles font partie d'un processus naturel qui peut faciliter l'acceptation et la paix durant la transition finale. Un phénomène particulièrement significatif durant cette phase est ce que nous appelons la communication symbolique. Le senior peut commencer à utiliser un langage métaphorique pour décrire son état et ses besoins. Il peut parler de prendre le train, de rentrer à la maison, de partir en voyage ou d'autres métaphores de départ et de transition. Cette communication symbolique n'est pas une confusion mentale, mais une façon profonde et intuitive d'exprimer des réalités existentielles que le langage ordinaire ne peut pas facilement capturer. Ces expressions métaphoriques révèlent souvent une compréhension inconsciente de ce qui se passe. Le senior peut demander ses bagages, chercher ses clés ou exprimer le besoin de dire au revoir à quelqu'un. Cette préparation symbolique au départ fait partie d'un processus psychologique naturel qui aide la personne à se préparer émotionnellement et spirituellement à la transition finale. Scientifiquement, ces expériences spirituelles et symboliques s'expliquent par des modifications dans l'activité des lobes temporaux et du système limbique, régions associées à la spiritualité, aux émotions profondes et aux expériences transcendantes. La réduction de l'activité du cortex frontal, responsable de la pensée rationnelle, permet l'émergence d'états de conscience plus intuitifs et spirituels.
Un aspect particulièrement touchant de ce sixième signe est la réconciliation spontanée et l'expression d'amour. Le Seigneur peut soudainement exprimer son pardon pour des conflits anciens, déclarer son amour pour des proches avec une intensité nouvelle, ou partager des messages importants qu'il veut laisser à sa famille. Ces moments de clarté émotionnelle et spirituelle sont des cadeaux précieux qui peuvent guérir des blessures anciennes et créer des souvenirs de paix pour les survivants. Durant mes décennies de pratique, j'ai observé que les seniors qui vivent ces expériences spirituelles durant leurs derniers moments manifestent généralement moins d'agitation et d'anxiété. Il semble que ces visions et communications symboliques apportent un réconfort profond et facilitent l'acceptation de la mort comme une transition naturelle plutôt qu'une fin terrifiante. Il est crucial que les familles accueillent ces expériences avec ouverture et respect, même si elles défient leur compréhension rationnelle. Argumenter avec le Seigneur sur la réalité de ces visions ou essayer de le ramener à la réalité peut créer de la détresse et de la confusion. Au lieu de cela, écouter avec amour, valider ces expériences et participer doucement à ces conversations peut apporter un immense confort. Cette transformation spirituelle peut aussi s'accompagner d'une sérénité profonde et d'une acceptation paisible de la mort. Le Seigneur peut exprimer directement qu'il est prêt à partir, qu'il n'a plus peur ou qu'il se sent en paix avec sa vie. Ces déclarations d'acceptation, bien qu'émotionnellement difficiles pour les proches, représentent souvent l'aboutissement d'un processus de réconciliation existentielle qui permet une mort plus sereine. Maintenant que je vous ai présenté ces 6 signes révélateurs, il est essentiel de comprendre comment ils s'interconnectent dans un processus global de préparation à la mort. Ces manifestations ne surviennent pas isolément, mais constituent une symphonie biologique, psychologique et spirituelle qui guide l'être humain vers sa transition finale avec une sagesse ancestrale impressionnante. Les changements respiratoires du premier signe créent les conditions physiologiques qui facilitent les altérations circulatoires du deuxième signe. Cette redistribution du flux sanguin influence directement les modifications neurologiques du troisième signe, qui, à leur tour, affectent la relation avec l'alimentation du quatrième signe. Les dysfonctionnements thermiques du cinquième signe reflètent l'ensemble de ces perturbations physiologiques, tandis que la transformation spirituelle du sixième signe représente l'intégration consciente de tous ces processus dans une préparation existentielle à la mort. Cette interconnexion révèle la sagesse profonde du processus de mort humaine. Notre organisme possède des mécanismes sophistiqués pour nous préparer graduellement à cette transition, créant des conditions physiologiques qui facilitent non seulement l'arrêt des fonctions vitales, mais aussi l'acceptation psychologique et spirituelle de cette fin. Durant ma carrière médicale, j'ai eu le privilège d'accompagner des milliers de familles à travers ces processus, et je peux témoigner que reconnaître et respecter ces signes naturels transforme l'expérience de la mort pour tous les impliqués. Les familles qui comprennent ces manifestations peuvent offrir un accompagnement plus approprié, réduire l'anxiété et la souffrance, et créer des conditions pour une mort plus digne et paisible. Il est important de souligner que tous ces signes ne se manifestent pas nécessairement chez tous les patients, et leur ordre d'apparition peut varier. Chaque personne vit sa mort de façon unique, influencée par sa condition médicale, son état psychologique, son contexte familial et ses croyances spirituelles. L'important n'est pas de cocher une liste de symptômes, mais de développer une sensibilité aux besoins changeants du Seigneur et d'adapter notre accompagnement en conséquence. Ces connaissances ne doivent pas être utilisées pour prédire avec précision le moment exact de la mort, mais plutôt pour comprendre et accompagner le processus avec plus de sagesse et de compassion. La mort reste un mystère profond de l'existence humaine, et notre rôle en tant que proches ou soignants est d'honorer ce mystère tout en offrant tout l'amour et le soutien possible. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ces processus naturels et sacrés de la condition humaine, partagez-la avec d'autres familles qui pourraient y bénéficier de cette compréhension. Souvenez-vous que chaque moment passé auprès d'un être cher qui traverse ces transformations est un privilège précieux qui mérite d'être vécu avec pleine conscience et gratitude. L'amour que nous offrons durant ces moments de transition transcende la séparation physique et devient un héritage éternel qui accompagne autant celui qui part que ceux qui restent. Ces 6 signes ne sont pas des signaux d'alarme à craindre, mais des invitations à approfondir notre présence, notre compassion et notre capacité d'aimer sans condition durant les moments les plus sacrés de l'existence humaine.